moi, je suis pas du tout à dire que ces algorithmes ont une conscience, pas du tout. Par contre, je suis plutôt du camp que ça va arriver et qu'il faut se préparer au cas où ça arrive, parce qu'on voit que ça avance vite aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire sur le plan éthique, et aussi, en même temps, qu'est-ce que ça apporte en fait d'avoir quelque chose de conscient. Pourquoi on voudrait des robots conscients là? Parce que ce qui dit conscience dit souffrance aussi potentiellement. Yes sir, what's up tout le monde? Ici votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine tout le monde. Cette semaine, on a un sujet un peu plus sérieux. Hein? J'ai invité le docteur Guillaume Dumas à venir nous parler de les nouvelles avancées de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, de la médecine. Et pour vrai, c'est un sujet un peu plus complexe que d'habitude. Mais pour vrai, un énorme merci, c'est ça, à Guillaume Dumas d'être venu sur le podcast nous parler de ça. Fait qu'il nous parle beaucoup de ça, de les avancées technologiques, l'intelligence artificielle, comment que ça l'aide le domaine médical. Puis c'est ça, n'ayez pas peur, ça a l'air complexe au début, mais inquiétez-vous pas, le docteur Dumas, il va tout nous décortiquer ça. Puis ça reste un sujet que je trouve tellement fascinant puis mystérieux. Fait que bref, encore une fois, un énorme merci au docteur Guillaume Dumas d'être venu au WhatsApp Podcast pour nous parler de ça. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, comme à chaque semaine, je vous le répète, mais encore une fois, un énorme merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci de leur confiance, hein, de continuer à supporter le WhatsApp Podcast. C'est tellement super apprécié. Si vous savez pas c'est quoi les cafetières Bellucci, c'est d'excellentes machines à café, c'est d'excellentes cafetières qui sont belles, qui sont durables, c'est la top class des cafetières que je vous incite tout le monde à vous procurer si vous en cherchez une. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en café. Ils connaissent tout, qu'est-ce qui a rapport avec le café. Ils sont situés sur la rive sud de Montréal, à Varennes, leur local. Allez les voir, sont super sympathiques. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, ben allez au procafetière.ca. Et encore une fois, je sais que je le dis souvent et j'ai l'air de me répéter, mais ils font, c'est vraiment un aide essentielle qu'ils me donnent. Fait qu'un énorme merci de leur confiance. Ça fait déjà plusieurs mois, même années, qui sont avec le WhatsApp Podcast puis nous donnent leur confiance. Fait qu'un énorme merci pour vrai à toute cette belle famille-là qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Juste avant que je vous laisse écouter encore le podcast, encore une fois, vous dire que si vous voulez m'encourager, vous pouvez toujours le faire en vous abonnant à mon Patreon, hein, au patreon.com/WhatsApp Podcast. En plus de me supporter financièrement, ça vous donne accès à tous mes podcasts d'avance. J'ai toujours une banque de podcasts qui attendent de sortir en ordre chronologique. Puis vous autres, vous y avez accès aussitôt qu'ils sont disponibles. Et ça coûte pas cher. C'est 3-4 pièces par mois. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Puis en ce moment, je vis beaucoup de démonétisation sur YouTube. Hein, aussitôt je dis un mot qu'ils n'aiment pas ou qu'ils interprètent mal, ben ils peuvent m'enlever une source de financement qui est quand même assez précieuse. Fait que si vous voulez m'encourager, c'est ça. Le plus direct, c'est sur Patreon. Ou sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez un petit thumbs up. Écrivez un commentaire positif dans la section commentaires. Ça m'aide tout le temps avec les algorithmes. Fait qu'un énorme merci tout le monde. Un énorme merci à mes membres Patreon et à Dr Guillaume Dumas. On se revoit tout le monde la semaine prochaine. Ciao! Fait que what's up tout le monde, bienvenue au WhatsApp Podcast. Aujourd'hui, je suis tellement content de mon nouvel invité. Puis là, il va falloir que je lis des choses que je fais pas d'habitude parce que je veux faire sûr et certain de pas me tromper. Le professeur Guillaume Dumas, professeur en psychiatrie computationnelle à l'Université de Montréal et directeur en psychiatrie de précision et de physiologie sociale au CHU de Sainte-Justine. Je me suis pas trompé? Parfait. Tout est correct. Hey, merci tellement d'être là. Avec là. Grand plaisir. C'est super apprécié. Aujourd'hui, ça va être un domaine qui est quand même
complexe, mais par exemple, je pense qu'on va y arriver. Je sens déjà qu'on a une bonne vibe ensemble. C'est dans le fond, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle, puis aussi de la combinaison avec la santé mentale, ça, de l'utilisation de l'intelligence artificielle avec la santé mentale. Puis j'aimerais ça qu'on commence par... C'est quoi ça de la psychiatrie computationnelle? Très bonne question. Alors, psychiatrie, ça va. C'est la discipline médicale en charge justement des conditions psychiatriques, santé mentale. Et computationnelle, derrière ça, il y a les mathématiques, les modèles mathématiques, l'informatique, les outils numériques. Et donc, psychiatrie computationnelle, c'est un peu cette idée qu'on va geekifier un peu la psychiatrie, qui est plutôt une discipline en fait dans la médecine en général, où il n'y a pas trop d'outils technologiques à la base. C'est souvent de la psychothérapie, c'est surtout de la discussion en fait avec c'est ça, le médecin. Pratique, là, tu sais. Alors moi je suis pas médecin justement, c'est assez marrant parce que je suis plutôt un geek plus d'origine. Est-ce que tu te rapproches plus maintenant du mathématicien que... Ouais, moi j'ai une formation en physique et maths. Et progressivement, en fait, jusqu'à mon doctorat, puis après habilitation en France, je suis allé vers la médecine. Et là, mon mandat, quand je suis arrivé au Québec en 2020, ça a été justement de co-créer un premier cours sur l'intelligence artificielle pour la médecine à l'Université de Montréal en français. C'est le premier cours de ce type-là en français. Wow, et d'utiliser justement ces technologies numériques, mathématiques, informatiques, avec l'IA en première ligne pour la santé mentale. Et en fait, jusqu'à présent, la psychiatrie computationnelle, c'était beaucoup de gens qui faisaient des choses théoriques, abstraites, et ça a été un peu critiqué comme étant une discipline qui était dans sa tour d'ivoire, pas trop proche des patients. Et moi, justement, ce que j'essaye avec mon laboratoire, c'est de faire une translation de ces travaux théoriques dans le quotidien des médecins, des patients, pour qu'on ait des applications concrètes. Ah oui, c'est ça, puis que ça puisse améliorer les pratiques, justement. Puis l'autre, tu sais, parce que tu en as un autre qui est la psychiatrie de précision. C'est-tu la même affaire, ça? Alors, la psychiatrie de précision, c'est très lié, là. Ouais. C'est associé à ce qu'on appelle la médecine de précision. Donc, l'idée derrière ça, c'est de se dire, maintenant, on a plein de données. Alors, que ça va de votre monde connecté, les dossiers électroniques de patients, mais aussi les données sur les réseaux sociaux, etc. On nage dans plein de données à l'heure actuelle, numériques. Et en plus, on a plein de données aussi avec l'imagerie cérébrale, la génétique. Donc, on a énormément de quantité d'informations sur des gens. Comment on utilise ça pour faire un traitement et une prise en charge qui est la plus personnalisée et la plus précise possible. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des grandes boîtes, genre je travaille sur l'autisme, la catégorie autisme, en fait, c'est très divers. Moi, j'avais travaillé sur l'autisme avec un S déjà pour dire il y a plusieurs types d'autisme, et puis c'est même un sujet en soi de se dire est-ce que c'est une condition ou est-ce que ça fait partie plutôt de la continuité des possibilités dans la population, etc. Bref. La manière dont la psychiatrie a été faite avant, c'était des grandes catégories là. Comment on peut faire avec toutes les données qu'on a à l'heure actuelle pour personnaliser le soin en prenant en compte tes images de ton cerveau, ton génome, tes habitudes de veille, sommeil, etc. Wow! Je trouve ça tellement fascinant pour vrai, là. Tu sais, puis la physiologie sociale. Alors ça, c'est le dernier truc, ouais. La physiologie sociale, c'est plus un terme que j'ai inventé, là. OK. C'est correct, on est nouveau. Alors, physiologie, ça, je l'ai pas inventé, c'est la discipline qui a été créée par Claude Bernard au 19e siècle, qui était un peu le premier médecin scientifique, entre guillemets. C'est-à-dire que il avait écrit un livre qui s'appelait le traité pour la médecine expérimentale, où justement il voulait avoir une approche logico-déductive et scientifique à la médecine, et il parle des médecins cliniciens et des médecins scientifiques. Moi, je suis justement pas médecin clinicien, je pratique pas. Je suis plus un médecin scientifique, entre guillemets. Dans les neurosciences. Voilà, et puis je fais de la recherche, en fait. Je vois pas des patients pour les soigner. J'ai pas de pratique clinique en soi, quoi. Mais par contre, la physiologie, justement, c'est la science de comprendre en médecine les fonctions vitales.
Alors typiquement, Claude Bernard, il a travaillé sur la glycémie, la gestion du sucre. Et dans l'idée de la physiologie, c'est qu'on peut pas réduire la fonction à juste un truc. Il faut avoir une vision systémique, holistique. C'est-à-dire que la gestion du sucre dans le corps, ça implique pas que le foie, ça implique toutes sortes de métabolismes un peu partout. Et donc, derrière la physiologie, il y a cette vision un peu systémique qui est un peu... Certains disent que Claude Bernard, c'était le père de ce qu'on appelle la biologie des systèmes, de voir le phénomène vivant à travers différentes échelles de description, de la cellule jusqu'au système, donc système vasculaire, système cérébral, système nerveux, etc. Et avoir une vision vraiment distribuée de la fonction. Fait que c'est la même affaire, mais sur l'échelle sociale, dans le fond. Et donc, du coup, physiologie sociale, c'est comment comprendre cette fonction de la socialité chez l'être humain. Donc, moi, ce qui me passionne sur le plan scientifique, recherche fondamentale, c'est qu'est-ce qui nous permet, avec notre cerveau, d'interagir avec les autres, quoi. Qu'est-ce qui fait que là, par exemple, quand on est en train de discuter, on se comprend, on arrive à deviner des fois ou anticiper ce que l'autre va dire, etc. Et dans ce cadre-là, moi, le gros de mon travail de chercheur, ça a été de développer ce qu'on appelle les neurosciences multicerveaux ou l'hyperscanning, où j'ai été un des premiers à enregistrer plusieurs cerveaux simultanément en laboratoire et à montrer que quand on échange socialement, l'activité cérébrale des deux personnes se synchronise. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai lu justement un article de ça que tu avais écrit. Puis c'est ça, l'hyperscanning. Voilà. Et donc là, moi, j'avais commencé ça sur la recherche fondamentale pour comprendre le cerveau social, en fait, et qu'est-ce qui fait qu'on est social. On est des êtres sociaux, d'ailleurs. On est peut-être les animaux les plus sociaux du règne animal. Boucard Diouf, il dit. Ouais. L'être humain est un animal social. Exactement. Mais là, maintenant, en ayant le laboratoire au CHU Sainte-Justine, se pose la question de comment utiliser ces technologies et ces connaissances pour la santé mentale et comprendre des conditions typiquement comme l'autisme où la relation à l'autre est différente. Et donc du coup, on utilise l'hyperscanning à l'hôpital maintenant. OK. Ouais. Ben, c'est super intéressant. On va y revenir avec ça. Mais ma première question, puis je tiens à dire, ChatGPT m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Il n'y a pas de mal. Fait qu'il y a des mots que ça se peut que j'ai dit, puis tu le vois que c'est la première fois que je dis ça de ma vie. Là. Mais c'est ça. En quoi que l'intelligence artificielle va aider à comprendre les conditions sociales puis les interactions entre les êtres humains? Alors, de plein de manières différentes. On peut dire qu'il y a une première façon, c'est, comme je le disais, on a plein de données, on nage dans les données, là, il y a de la génétique, de l'imagerie cérébrale, des données comportementales, tout ça. Et l'intelligence artificielle peut peut-être nous aider à faire le tri dans toutes ces données pour extraire des connaissances à partir de ces données-là. Ça, c'est une première application de l'intelligence artificielle. On se parle des données massives, du big data. L'industrie le fait déjà pour d'autres applications, mais typiquement dans les neurosciences sociales et en psychiatrie, on utilise l'IA pour essayer de relier, par exemple, comment des modifications génétiques impactent le cerveau et comment ça se répercute sur le comportement, etc. Ben, c'est des super calculateurs, là, voilà. Ça fait que... Là, dans mon cours à l'Université de Montréal, justement, souvent je dis à mes étudiants, en fait, je sais pas si vous vous rappelez de l'artiste qui avait collé une banane avec du duct tape, là. Oui, qui a vendu ça fucking cher. Exactement. Pour moi, en fait, les statistiques, c'est la banane, et puis quand on met du duct tape, on parle d'intelligence artificielle, mais en fait, l'IA, c'est des statistiques plus avancées, en fait. Donc, c'est de l'apprentissage statistique. C'est sûr que il y a un saut de puissance de statistiques quand on utilise l'intelligence artificielle. Mais finalement, c'est des maths et des statistiques. C'est rien d'autre que ça. C'est vraiment un outil c'est ça, une super calculatrice qui fait plein de liens en même temps que calculer. L'avantage de l'IA par rapport à la calculatrice, c'est que ce serait comme une calculatrice qui, en plus, pourrait apprendre d'elle-même si tu lui donnes des données. C'est-à-dire que les outils statistiques initiales, il fallait leur dire à l'avance quelles étaient les hypothèses, qu'est-ce qu'on voulait tester, etc. Et ça se déroulait sur l'ordinateur. Avec de l'intelligence artificielle, on a l'avantage de pouvoir... Rentrer la fonction autonome, ça? Rendre, entre guillemets, autonome sur des domaines particuliers. Justement, il y a toute une question maintenant de l'intelligence artificielle générale, l'AGI, le fait que ce soit une IA qui puisse faire
plein de tâches différentes et qui arrive à surpasser même l'être humain. Là, je parle plus de ce qu'on appelle l'IA narrow AI, plus restrictive à un domaine particulier. Donc, on va faire une IA pour traiter de la génétique ou qui se concentre sur se concentre sur un sujet à partir de données liées à ce sujet-là. Et après, ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'on se rend compte que quand on a des grandes données massives, par exemple comme le langage, où là il y avait beaucoup de textes disponibles, eh ben ces modèles d'IA sont capables de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément anticipées. Typiquement, les modèles de langage comme ChatGPT et tout ça montrent qu'ils ont des fonctions beaucoup plus puissantes qu'on avait anticipées. Ok. Mais quand même, ça va plus vite. C'est pas que ça va plus vite, c'est que par exemple, ChatGPT et tous ces modèles de langage, ça reste des modèles statistiques, donc à chaque fois ils prédisent le mot qui va après, quoi. Donc on croit que c'est comme un être humain qui génère du texte, mais en fait, c'est pas la même manière d'appréhender le langage. Non, c'est des calculs. C'est du calcul statistique pour le mot qui viendra après, qui est le plus probable. Voilà, exactement. Ouais. Mais malgré cette recette simple de probabilité du mot le plus après, ça fait quand même des choses incroyables. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris en fait par les résultats de ChatGPT 2, non, mais ChatGPT 3, ça a été un moment justement de réveil de la communauté en disant ah ouais, quand même. Mm-hmm. Mais fondamentalement, c'est quand même des statistiques, c'est ça. Ok. Et donc, pour revenir à ta question, je pense que l'IA peut déjà aider sur le plan statistique à faire le lien entre des choses qu'on n'a pas eu la capacité de faire en tant qu'être humain, parce qu'on a un cerveau qui est limité. Voilà, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais si le cerveau était trop simple, on serait trop bête pour le comprendre. Et justement, peut-être qu'on est limite. Donc on est un peu limité peut-être aussi pour notre compréhension de notre propre cerveau, quoi. Et l'IA peut être un associé là-dedans pour nous aider à faire des liens statistiques qu'on n'a peut-être pas la possibilité de faire. Après, ou qui vous aurait échappé. Voilà. Après, il y a une autre manière aussi où l'IA peut nous aider, c'est en tant que modèle. C'est-à-dire, on peut prendre ce qu'on a compris du fonctionnement du cerveau ou de la socialité, etc., et le mettre dans une IA, dans un modèle d'IA. Et si ça marche bien, ça veut dire que notre modèle du cerveau est pas si mal, quoi. Donc là, on peut se servir en fait un peu de l'IA comme une sorte de bac à sable pour tester nos théories sur le fonctionnement du cerveau. Alors ça, c'est plus historiquement ce qu'on appelle les neurosciences computationnelles, donc comme psychiatrie computationnelle, mais là c'est neurosciences computationnelles. On utilise les mathématiques, les modèles mathématiques et l'informatique pour tester nos théories sur les neurosciences et le fonctionnement du cerveau. OK. Voilà. Ouais, parce que c'est ça ma prochaine question, tu sais, parce que c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire, la modélisation computationnelle du cerveau? C'est si vous essayez de refaire un cerveau ou de... Ouais, c'est ça. Alors, il y a plusieurs approches. On va prendre la manière la plus directe et brutale, qui est essayer de tout modéliser. Donc ça, c'est ce qu'a essayé de faire Henry Markram avec le Human Brain Project en Europe. Et là, l'idée, c'était de mettre dans un ordinateur tous les détails, tout ce qu'on pouvait savoir sur un bout de cerveau. Donc ça, c'est le Blue Brain Project qui a essayé de faire ça avec un bout de cortex. Et c'était modéliser tous les neurones, les synapses, les connexions, etc. et de mettre ça dans un ordinateur. Et donc ça, c'est une technique très basée sur les données empiriques, là. Fait qu'un cerveau numérique, dans le fond? Ouais, c'est une sorte de double qu'on crée dans l'ordinateur. Ça a été assez critiqué aussi parce que justement, du coup, ce qui en sort est peut-être pas aussi interprétable que le cerveau qu'on avait au départ. Là, on a juste déplacé le problème dans l'ordinateur. Okay. Ça reste aussi un truc compliqué, mais dans l'ordinateur cette fois. Mais l'avantage, c'est que par contre, comme c'est dans un ordinateur, on peut jouer avec, enlever un neurone, changer les trucs, tout ça. Donc ça devient un truc pour tester nos théories, tout ça. Alors il y a une autre approche qui est, je vais faire les deux extrêmes, puis après il y a tout un intermédiaire entre les deux là. L'autre approche qui est à l'autre extrême, c'est ce qu'a fait par exemple Yoshua Bengio ici à Montréal avec le deep learning, l'apprentissage profond. Ça de l'institut Mila. Voilà.
Et dans son travail et dans la communauté du deep learning, on prend une inspiration du cerveau pour faire des intelligences artificielles, mais on a quand même plus un côté ingénieur. On va pas s'embêter à modéliser tous les détails biologiques. On va prendre juste ce qui nous intéresse pour faire quelque chose, une fonction. En l'occurrence, pour les réseaux de neurones profonds, c'est de l'apprentissage statistique. Et donc, dans ce côté-là, c'est un modèle mathématique aussi, c'est dans un ordinateur, mais les réseaux de neurones profonds dans l'ordinateur n'ont qu'un lien métaphorique avec le fonctionnement du cerveau. Alors que la simulation d'Henri Markram, quand vous voyez les photos, c'est comme si on avait pris une tranche de cerveau, mais qu'elle est dans l'ordinateur, quoi. Donc là, c'est les deux extrêmes, et au milieu, il y a toutes sortes d'intermédiaires. Donc il y a des gens qui essayent moi, par exemple, je suis plus à essayer de voir c'est quoi les mécanismes biologiques nécessaires pour faire certaines tâches, mais juste les nécessaires, pas essayer de modéliser tout, juste se restreindre à ce qui est nécessaire pour, par exemple, simuler moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est l'accès conscient, le fait de percevoir et d'être conscient d'un stimulus et de pouvoir le dire, j'ai vu le stimulus. Pour faire ça, il faut que le cerveau il soit capable de percevoir, de faire une analyse statistique. Donc ça, le deep learning le fait. Et après, il y a une question de maintenir quand on doit dire, par exemple, j'ai vu cette table bleue. Je dois maintenir dans mon cerveau l'information. Et donc ça, on a montré, par exemple, dans un modèle qu'il faut des neurones excitateurs, mais aussi des neurones inhibiteurs, des neurones qui inhibent l'activité. Et que sans ces neurones inhibiteurs, on n'est pas capable de maintenir l'information dans le cerveau. Donc ça veut pas dire qu'il faut modéliser tout, mais ça veut dire qu'il faut au moins des neurones excitateurs et des neurones inhibiteurs. Et après, on a montré qu'il faut aussi de la dopamine pour faire de l'apprentissage de tâches. Donc, ça veut pas dire qu'il faut modéliser en détail la dopamine, parce qu'il y a plusieurs types de récepteurs de dopamine, etc. Non, ça veut dire qu'il faut, dans le modèle mathématique, qu'il y ait un signal qui ressemble à la dopamine, qui modélise la récompense. Et donc, si on a neurone excitateur, neurone inhibiteur et récompense, avec ça, déjà, en fait, on peut faire beaucoup de choses. Mais on n'est ni dans le extrêmement réaliste, ni dans le totalement abstrait. On est dans l'entre-deux, là. Okay. Mais ça reste, pareil, de la modélisation mathématique. Puis, est-ce que c'est ça, vous essayez de créer un genre d'une simulation de cerveau? T'sais? Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est une simulation. Mais cette simulation, elle peut être plus ou moins réaliste, en fait. Ok, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une simulation. Ok, soit qui est comme extrêmement dans le calcul du deep learning, tu sais, comme tu dis, ou sinon qui est plus axé sur le fait de reproduire un cerveau à l'exactitude. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Puis à quoi ça leur gagne de trouver ça ou de pousser des avancées là-dedans? Alors les motivations sont différentes pour les différents types de modélisation. Dans le cas du deep learning, la motivation c'était qu'est-ce qui fait que le cerveau est aussi fort à apprendre statistiquement des régularités dans le monde. Ah, de percer les mystères du cerveau humain, dans le fond. Et puis essayer de faire de l'inspiration biologique du cerveau, en fait. Essayer de juste prendre les mécanismes dans le cerveau qui sont utiles pour de l'ingénierie. Ok. Alors que chez Markram, c'est une autre motivation. C'est plus comprendre les mécanismes précis du cerveau, pouvoir même peut-être à terme tester des médicaments, etc. Okay. Donc c'est très différent comme motivation. Ouais. Parce que celle-là, c'est plus que au point de vue pas commercial, mais tu sais comme productif dans le fond, comment qu'on va pouvoir produire avec ça en soit un outil ou puis de l'autre côté, c'est plus c'est ça qu'on va pouvoir en tirer des connaissances sur, je sais pas, améliorer des maladies ou pouvoir combattre des maladies plutôt. Là. C'est en tout cas, il y a clairement différentes motivations derrière les différents types de modélisation. Et même dans la communauté du deep learning, je dirais qu'il y en a qui sont beaucoup plus inspirés par des applications industrielles
et d'autres qui sont plus dans la science plus théorique avec les mathématiques. Donc, c'est même pas uniquement les mêmes motivations dans l'apprentissage profond, en fait. Il y a différentes communautés. Ouais, même si c'est dans le même groupe, on peut dire. Là. Il y en a qui font plus des maths théoriques et qui sont intéressés par l'abstraction, la théorie, etc. De repousser la limite, dans le fond? Ou... D'améliorer ça par une meilleure compréhension des phénomènes qui se passent dans ces modèles mathématiques, parce que c'est des modèles mathématiques, finalement, l'apprentissage profond. Et il y en a qui vont être plutôt genre comment appliquer ce qu'on a appris sur les images pour l'appliquer à la musique, par exemple, et qui vont faire de l'application là-dessus. Mm-hmm. OK. Puis, est-ce que toi, tu es intéressé justement à trouver les mystères du cerveau? Est-ce que toi, t'es plus là-dedans ou... Ben, moi, j'ai une motivation... c'est quoi, dans le fond, tes motivations? C'est plus ça la question. C'est ça. Hein. Ben, je dirais que les motivations ont évolué avec le temps. À la base, comme beaucoup d'étudiants aussi, j'avais les yeux qui brillaient sur les mystères du cerveau, etc. Ouais. Et progressivement, en fait, je me suis rapproché de la médecine parce que je voulais aussi redonner au monde un peu la chance. Parce que en faisant de la recherche, c'est un métier quand même assez formidable, quoi, de pouvoir travailler sur ses passions, etc. Bon, il y a beaucoup de stress sur d'autres choses, mais là, c'est pas non plus, il faut pas idéaliser non plus. Mais quand même, on a l'opportunité de faire des choses passionnantes et faire que de la recherche fondamentale. Je trouvais ça un peu poche là, et qu'il fallait pouvoir réappliquer ça et redonner à la société. Et typiquement, la médecine, ça me semblait être ce qui résonnait le plus sur le plan du sens. Et puis là, en plus, être dans un hôpital pédiatrique comme Sainte-Justine, pouvoir aider des enfants qui sont malades, là, pour moi, c'est une source de récompense aussi, une motivation. Mm-hmm. Donc, il y a la motivation théorique fondamentale, mais il y a une motivation maintenant aussi d'aider sur le plan de la société aussi. C'est quoi les complexités ou maintenant les défis qui vous arrivent, qui vous empêchent d'aller plus loin? Tu sais, c'est que vous rencontrez, c'est quoi? L'administratif. Ouais. Question d'argent tout le temps. Non, pas forcément le financement. Bon, il y a le financement. Non, mais aussi la lourdeur administrative, ça compte aussi quand même dans les difficultés de gérer un laboratoire. Ça, j'avais pas du tout anticipé ça là. C'est quoi? C'est remplir des rapports puis Ouais, je fais beaucoup de choses que j'avais pas du tout idée en étant étudiant, doctorant, postdoc et faire de la recherche. Pour moi, c'était juste la science. Ouais. Puis finalement, quand on commence à faire avec un laboratoire, il y a beaucoup de choses qui sont plus de la recherche, de la science, qui se mettent dans l'activité quotidienne là. Okay. Donc ça, c'est sûr que mais c'est pas un problème en soi sur le plan théorique là. C'est plus pragmatiquement, je me pose beaucoup de questions sur comment l'organisation de la recherche en tant qu'activité humaine pourrait être plus optimisée. Ça, c'est tout un chapitre en soi. Là. Mais après, sur le plan théorique, je pense que on a plusieurs types de barrières. On a des barrières qui sont dans nos têtes, qui sont nos biais. On est biaisé par notre propre cerveau, en fait. On a des biais cognitifs. Nos propres expériences. Ouais. Et des fois, les choses qui nous semblent évidentes ne sont pas vraies, en fait. Donc, on est des fois séduit par des explications simples. Et je pense que souvent, en fait, il y a dans les magazines, tout ça, les gens aiment bien avoir une explication simple sur le fonctionnement du cerveau. Et je suis pas sûr qu'il y aura une explication simple en soi. Pourquoi ça devrait être simple? Pas forcément, quoi. Le cerveau, c'est quand même extrêmement compliqué. Mm-hmm. Donc, il faut arriver à peut-être se détacher de l'idée qu'on va devoir avoir une explication simple à la fin. Je pense que ça, c'est un premier truc. Et deuxièmement, on a des théories déjà présentes qui potentiellement nous empêchent peut-être de voir des nouvelles hypothèses. Qu'on est comme un peu trop la face dedans pour... c'était le physicien Max Planck qui avait c'est le principe de Max Planck, c'est un peu violent, mais il disait la science avance une funéraille après l'autre. Tabarnak, ok. En disant qu'effectivement, souvent les gens ils développent leur théorie
Et une fois qu'ils ont leur théorie, en fait, ils se battent pour leur théorie, mais ils empêchent les autres de développer leur théorie parce qu'ils sont territoriaux, etc. Ouais. Donc la science, ça reste fait par des humains qui sont encore des êtres, des animaux sociaux. Parce qu'ils pensent dans le fond qu'ils ont la vérité, fait qu'ils... Ouais, donc il y a des enjeux l'ego politiques. embarque, Ouais, voilà. tout ça. Ouais. Donc il y a des enjeux politiques sous ça qui sont en sociologie des sciences clairs. Ouais. Donc il y a ces phénomènes-là aussi là qu'il faut pas nier là. Et après, je pense que on a des limitations technologiques aussi. Enfin, jusqu'à il y a pas longtemps, l'imagerie cérébrale c'était pas très très développé. Hein. Ça a 30 ans. Hein. Donc si on regarde au niveau de l'histoire de l'espèce humaine, c'est quand même extrêmement jeune. Mm-hmm. Et du coup, il y a l'imagerie cérébrale, ça a été une révolution. La génétique avec le séquençage du génome. Pareil, c'est 2001, 2002, c'est extrêmement récent finalement. Et là, l'IA, ça va aider, mais on est, je pense, encore un domaine qui est à son adolescence. On n'est pas du tout mature comme les mathématiques ou la physique, où là, c'est quand même des disciplines qui ont beaucoup plus d'expérience et de temps dans l'histoire. Tout à l'heure, tu as dit de quoi qui me pensait à une question. Tu as parlé, tu sais, les complexités du cerveau. Comment se fait que le cerveau il est si complexe que ça? Ben, il y a plusieurs raisons. Déjà, je pense que quelque chose, par exemple, qui m'a surpris dans ma carrière, c'est quand je suis passé de postdoc aux États-Unis, je suis revenu en France et je travaillais à l'Institut Pasteur dans un laboratoire de génétique. Et là, en fait, j'ai découvert que la complexité en plus du cerveau, elle était déjà aussi présente dans une cellule, quoi. Donc c'était même encore plus vertigineux en soi, parce que rien qu'une cellule en soi, on ne sait pas vraiment comment fonctionne une cellule humaine en détail. Hein. Mm-hmm. On a les grandes lignes, mais par exemple, il y a des choses qui se passent à la surface des membranes cellulaires avec des différentes protéines, des lipides, etc. C'est encore tout un champ de recherche en soi en biologie moléculaire. Genre les choix qu'elle fait, tu sais, pourquoi qu'elle décide d'aller par là au lieu d'aller par là. Mais en plus, même, d'ailleurs, c'est assez marrant que tu dis ça parce qu'il y a récemment, par exemple, Michael Levin à Tufts University, qui lui montre que, par exemple, il y a sur des cellules uniques, déjà des comportements qui ressemblent à des prises de décision qu'on pourrait associer à un cerveau. Donc c'est assez vertigineux quand on se rend compte de ça. Ouais. Et après, un des éléments qui fait que le cerveau est complexe, c'est la grande quantité de neurones et leur interaction. On est sur des quantités tellement astronomiques, littéralement c'est sur des ordres de grandeur astronomiques, que le nombre de possibilités rend la compréhension extrêmement complexe. Et contrairement à un artefact qui a été designé par un ingénieur humain, où on a peut-être une sorte d'organisation qui fait sens pour nous, là. Mm-hmm. Le cerveau, il a été façonné par l'évolution, donc il faut faire tout un travail de décryptage de ce qui s'est passé dans l'évolution, avec des choses qui sont surprenantes. Par exemple, les gènes qu'on a dans le cerveau, les gènes sont dans tout le corps d'ailleurs, mais il y a des gènes qui sont plus utilisés dans le cerveau, par exemple. Et parmi eux, c'est des gènes qui étaient présents déjà chez la levure, donc des êtres unicellulaires, pour se diriger sur des informations chimiques pour se déplacer. Et en fait, ces gènes-là, ils sont utilisés pour les neurones pendant le développement du cerveau, pour savoir si je mets ma connexion par là ou par là. Ouais, c'est ça. Donc la nature recycle des briques élémentaires qui étaient présentes il y a des millions d'années dans notre cerveau. Donc il y a tout ce travail de décryptage, à quoi sert cette brique, à quoi sert cette brique, à quoi sert cette brique. Donc ça c'est plus le modèle, ce qu'on appelle réductionniste. On va essayer de couper en petits bouts et trouver la fonction de tous les petits bouts. Mais rien que ça déjà c'est un travail colossal en soi, parce qu'il y a plein de petits bouts à analyser. Mais en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que remettre les petits bouts entre eux, c'est pas simple non plus, parce qu'une fois que les petits bouts ils interagissent entre eux, il y a des nouvelles choses qui apparaissent qui ne pouvaient pas être uniquement compréhensibles en étudiant le petit bout tout seul. Donc il y a des propriétés, ce qu'on appelle émergentes, qui apparaissent à l'échelle collective et qu'on ne peut pas expliquer juste avec le petit bout indépendamment. Et le cerveau, c'est que ça, c'est que des interactions entre plein de cellules et des connexions. Donc la complexité est colossale.
Mais oui, puis en quoi, qu'est-ce que vous gagnez à pouvoir comprendre ça? C'est que on pourrait peut-être un jour réussir à, je sais pas, enlever la maladie de l'Alzheimer ou de quoi de même. Ben, la médecine a une très grosse motivation derrière la recherche sur le cerveau. Après, justement, l'explosion de l'intelligence artificielle est aussi une source de motivation pour se retourner vers le cerveau, parce que le deep learning est directement issu de ce qu'on appelle le néoconnexionnisme, qui était une théorie associée au cerveau et qui veillait à regarder justement comment le cerveau apprenait en faisant des connexions, etc. Donc, il y a pas mal de gens maintenant qui se disent « Ah, ce truc-là, ça a donné le deep learning, c'est une énorme révolution technologique. Peut-être qu'il faudrait retourner voir le cerveau, puis il y a peut-être d'autres trucs qu'on a loupés qui pourraient être super utiles pour améliorer l'intelligence artificielle. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle la neuro-AI. Et le Québec et Montréal est une place extrêmement importante internationalement pour cette approche-là, justement. Ah ouais? Ouais. Et c'est ça, c'est quoi la position de Montréal, peut-être à travers le monde ou de la communauté technologique et où la place de Montréal? Je pense que Montréal est une place vraiment de choix, là. C'est reconnu. Je suis venu ici en partie parce qu'il y avait cette aura qui était très présente, à la fois en neurosciences et en intelligence artificielle. Et justement, où ça crée une sorte d'écosystème assez unique, où il y a à la fois des neuroscientifiques et des gens en intelligence artificielle qui se parlent. Et après, il y a aussi une autre dynamique que l'on doit en grande partie, je pense, à Yoshua Bengio et à sa vision, oui. Qui est de faire aussi quelque chose de plus humaniste et parce que Yoshua est resté dans l'université, il n'a pas répondu aux sirènes de l'industrie et de la recherche privée. Il est resté dans le système public. Lui, il y en avait des opportunités. Je pense, oui. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le Mila, tout en étant en lien avec l'industrie, conserve des valeurs et une vision qui est très humaniste. Et je trouve que ça, c'est aussi extrêmement précieux et très en alignement aussi avec les valeurs que je perçoit au Québec en général. Ouais. Ah, très cool. Puis c'est quoi les accomplissements justement qu'il y a eu depuis avec ça justement pour l'intelligence artificielle sur mettons le cerveau puis le simulateur puis tout ça. Ah oui. Ben alors là, du coup, le deep learning, je pense que c'était le dernier la grosse révolution en soi, où il y avait une directe translation de savoir associé au système nerveux qui est passé à l'informatique et qui est devenu cette révolution industrielle. En médecine, l'usage de modèles mathématiques pour simuler le cerveau est pas encore au stade de l'application. Il y a toute une partie sur, par exemple, simuler le cerveau pour comprendre l'épilepsie. Donc ça, c'est un des gros sujets, par exemple, où ces simulations de cerveau prend le pas en médecine, où on a, par exemple, un cerveau de personne qui a une épilepsie. Si elle est résistante aux médicaments, ce qui représente quand même une bonne partie, 10 à 15%, il me semble. Donc quand même non négligeable de la population qui ont de l'épilepsie. Un des recours, c'est la chirurgie. Mais la chirurgie, enlever un énorme bout de cerveau par rapport à être plus précis et couper juste un tout petit bout, ça va changer quand même la vie de la personne après. Et donc du coup, à partir de l'imagerie du cerveau de la personne épileptique, là, un des enjeux, c'est modéliser le cerveau dans un ordinateur et pouvoir simuler qu'est-ce que ça serait l'impact de couper cet endroit-là, de couper cet endroit-là, etc. Sans faire des dommages. Sans faire des gros dommages. Irréversibles. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir guider les neurochirurgiens à faire l'opération la plus précise possible, qui enlève l'épilepsie sans enlever les fonctions cognitives à la personne. C'est une application vraiment. De là la précision. Ouais, là la précision, là clairement, là, c'est sûr. Après, une autre application, c'est la pharmacologie, donc essayer de mieux comprendre comment certains médicaments vont affecter le fonctionnement du cerveau. Donc ça, il y a des recherches là-dessus.
Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est sur le plan fondamental, comprendre les phénomènes conscients, qu'est-ce qui fait qu'on a une expérience subjective, etc. Donc ça, c'est une question sur le long terme, là. C'est très, ça, on est à la limite même de la philosophie. Ah ouais, fait que tu vas travailler pour connaître un peu c'est quoi le subconscient, dans le fond? Alors, le subconscient, non, mais le conscient, le fait, qu'est-ce qui fait que on est conscient de quelque chose qui est considéré comme une des plus grosses questions en neurosciences cognitives. Hein. Certains l'ont appelé le hard problem of consciousness, le problème difficile. Parce que justement, on ne sait pas faire l'explication entre notre expérience en tant que sujet qui perçoit quelque chose d'un point de vue et le monde objectif, en fait. Il y a un monde subjectif, un monde objectif. Comment ces deux choses-là fonctionnent, qu'est-ce qui fait qu'on a une expérience subjective, c'est pas encore clair. Et ça a des répercussions sur, par exemple, en intelligence artificielle, est-ce que finalement on va créer des agents artificiels qui vont avoir une conscience? C'était ça ma prochaine question. Ouais, voilà, et donc du coup, ça c'est une question sur laquelle je travaille, qui me passionne et qui pour moi va avoir des répercussions éthiques considérables, à la fois dans le champ de l'intelligence artificielle, mais aussi dans le champ de la médecine. C'est-à-dire que par exemple, on travaille avec des gens en coma, donc détecter la conscience de quelqu'un qui est dans le coma ou pas, pour savoir est-ce que la personne elle bouge pas, mais est-ce qu'elle est consciente? Ouais. Donc il y a ces questions-là éthiques derrière, de bioéthique. Donc là, c'est une autre application aussi de ces modèles mathématiques. Et après, du coup, il y a aussi ce dont je parlais juste avant, d'essayer de faire des modèles de cerveau pour faire des IA plus puissantes. Alors, récemment, typiquement derrière le ChatGPT et tout ça, il y a ce qu'on appelle une architecture qui s'appelle Transformer. C'est le nom, c'est pas le film, c'est le nom de l'architecture de réseau de neurones. Optimus Prime. Voilà, exactement. Et ces Transformers, en fait, ils sont issus d'un papier, un article scientifique qui avait fait beaucoup parler de lui, qui s'appelait Attention is all you need. Tout ce qu'on a besoin, c'est de l'attention, qui utilisait un modèle mathématique de l'attention. Bon, l'attention, c'est un terme très galvaudé, très utilisé en psychologie, en neurosciences, tout ça. C'était pas directement l'attention au sens de ce qui se passe dans le cerveau, mais on sent encore qu'il y avait quand même une sorte d'inspiration métaphorique au moins. Et donc, l'intelligence artificielle, même sur le plan, on va dire, application, peut bénéficier de ces modèles mathématiques du cerveau aussi. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps, etc. Moi, par exemple, je travaille beaucoup sur les modèles multi-agents. Donc, au lieu de simuler un agent, une IA, simuler plusieurs IA qui collaborent entre elles ou qui sont en compétition entre elles, etc. Ça, c'est d'autres manières de comprendre aussi comment, quand on va avoir des IA un peu partout, qu'est-ce qui va se passer, comment nous, en tant qu'êtres humains, avec notre cerveau social, on gère cette coopération, cette compétition, pas tout le tour, mais on essaye de gérer au mieux, quoi. Il y avait pas eu, excuse de te couper, mais il y avait pas eu à m'amener, il avait mis genre 2 ordinateurs en train de communiquer, puis leur tâche était d'aller de la façon la plus optimale possible, puis ils ont perdu le contrôle, puis ils étaient en train de parler d'un langage qu'ils comprenaient même plus, puis il a fallu qu'ils déploient. Il y a eu cette expérience-là. Mais après, c'est pas si choquant. C'est-à-dire que si la tâche en soi, c'est d'optimiser la transmission d'informations, c'est pas surprenant en soi que les algorithmes convergent sur quelque chose qui est efficace sur le plan ingénierie, mais qui est pas du langage humain. Parce que le langage humain, on est contraint par notre bouche et etc. Donc il y a des contraintes de temps, ça. Ouais. Non, mais en tout cas, on a un corps, donc on a une limite dans la transmission d'informations, alors que quand on télécharge sur Internet à 10 gigabytes, là, c'est sûr que l'information, elle passe très très vite, mais on est sur de la technologie qui n'a pas forcément une compréhension de cette information-là non plus. Donc nous, on a peut-être une transmission d'informations qui est lente d'une personne à une autre, mais cette transmission, elle a du sens, elle participe à notre culture. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui sont pas encore intégrés dans l'intelligence artificielle et dans la technologie, qui ont quand même des rôles fondamentaux chez l'être humain. Donc par exemple, je parlais de la culture et de la communication et de l'interaction sociale. Donc on revient sur plutôt la physiologie sociale et ce qui m'intéresse dans le fonctionnement du cerveau qui nous permet de communiquer. À l'heure actuelle, les intelligences artificielles,
elles communiquent parce qu'on les a programmées pour faire ça ou pour ça. Mais chez un être humain, ce qui se passe avec la culture, c'est l'apparition de choses qui n'étaient pas prévues ou l'apparition de créativité par le brainstorming et le collectif. Et ça encore, c'est mal compris comment ça marche déjà chez l'être humain. Mais une fois qu'on aura compris ça, peut-être que ça pourra aider à faire que des intelligences artificielles puissent mieux travailler avec des êtres humains aussi. Ouais. Ou travailler entre elles aussi. Ça serait comme rentrer le paramètre genre improvisation aussi, tu sais. Ben, par exemple, ouais. Donc l'impro, c'est quelque chose qui, je pense, la créativité en général. Donc on parle beaucoup de l'art génératif avec les IA, etc. Mais en même temps, on reste sur des modèles statistiques encore une fois. Et beaucoup d'artistes font une critique en disant, bah oui, ça a quand même une patte. La manière dont les IA génèrent des images, etc. Il y a une caractéristique IA certains aiment même pas cette esthétique-là des images générées par IA, quoi. C'est reconnaissable. Puis là, on voit dernièrement, il y a eu tout un buzz sur utiliser le design de Studio Ghibli avec la dernière version de ChatGPT DALL-E, là. Ouais. Tout le monde faisait des images. Bah, au final, le génie, c'était Miyazaki et Studio Ghibli. L'IA, elle a repris le style de Ghibli. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui prendrait pour qu'une IA soit capable d'inventer un nouveau style comme Miyazaki sans qu'on lui ait montré une image de ce style-là. Qu'il génère toute seule. Voilà. Qu'il soit créatif, dans Exactement, le fond. Comme un artiste ferait, là. Exactement. Alors, pour moi, je vois plus une synergie entre l'humain et l'IA. Donc, c'est-à-dire que l'IA deviendrait une sorte de prothèse ou d'extension de notre créativité pour aider les artistes à créer mieux, etc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes contemporains qui réagissent à ça en montrant que il faut pas être contre l'art génératif du tout. C'est juste un nouvel outil, mais il faut s'en emparer et pas l'utiliser comme juste la première étape. C'est un outil qu'il faut utiliser, mélanger, expérimenter avec, etc. Comme une caméra, dans le fond. Ouais, exactement. Ouais. Tout à l'heure aussi, tu as parlé de la conscience, justement. Est-ce qu'ils travaillent là-dessus, justement, à donner une conscience à un robot, genre, ou à... Alors, déjà, il y a des gens qui pensent que... Alors ça, je suis pas du tout d'accord, mais il y a des gens qui faisaient des prétentions que, par exemple, ChatGPT était déjà conscient, ou que, par exemple, il y a eu cet ingénieur de Google, Blake Lemoine, qui avait dit... C'est ça, ben oui. Puis là, lui, il était persuadé qu'il avait une conscience, puis il voulait la libérer. Il avait même été en cours, du coup, de même. Ouais. Mais Blake Lemoine, par exemple, c'était marrant, parce que les gens parlaient, c'est un ingénieur de Google, machin, qui a démissionné, tout ça. En fait, il était prêtre. Ça, personne n'en parlait, mais il était prêtre. Ouais. Donc, il avait quand même C'est quand même bon à savoir. Voilà. Donc, il a un rapport à la spiritualité et tout ça qui n'était pas anodin dans ce qu'il disait. C'est quand même un paramètre important. Mais moi, je suis pas du tout à dire que ces algorithmes ont une conscience. Pas du tout. Par contre, je suis plutôt du camp que ça va arriver et qu'il faut se préparer au cas où ça arrive, parce qu'on voit que ça avance vite aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire sur le plan éthique et aussi, en même temps, qu'est-ce que ça apporte, en fait, d'avoir quelque chose de conscient. Pourquoi on voudrait des robots conscients, là? Parce que ce qui dit conscience dit souffrance aussi, potentiellement. Donc, est-ce qu'on veut des robots conscients? Est-ce que c'est quelque chose vraiment qu'on veut? Question ouverte. Peut-être que, par contre, la conscience a une fonction et provoque des choses qui sont utiles aussi. Donc, ça, c'est un peu mon avis, c'est que sur le plan de l'évolution, si on est devenu conscient, c'est que il y avait un intérêt à l'être aussi. Ça donne un avantage. Ouais. Et donc se pose la question de la fonction de la conscience. C'est quoi la fonction d'être conscient? Pourquoi on est conscient et on n'est pas des zombies? Qu'est-ce qui fait que ça a un intérêt d'être conscient? Ouais. Puis aussi, ça se pose à se positionner sur c'est quoi la conscience. Tu sais, c'est rendu philosophique. Là, c'est là où je disais, on est à la limite de la philosophie sur c'est quoi la conscience, comment on la définit. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs types de conscience? Est-ce que je travaille avec une étudiante dans notre équipe où est-ce qu'on peut parler quand même de conscience collective? Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens ou pas? Est-ce qu'un groupe peut être conscient? Est-ce que parce qu'il y a eu plein de gens qui ont parlé pendant l'histoire là de la conscience collective
Alors, l'intelligence collective, maintenant, les gens sont plutôt d'accord. Là. Il y a des phénomènes d'intelligence collective. Mais de conscience collective, ça, c'est plus problématique. OK. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que si on prend toutes les théories de la conscience individuelle, beaucoup des mécanismes qui sont dits pour notre conscience en tant qu'individu, en fait, s'appliquent aussi à des groupes. Donc, ça veut dire que soit nos théories sur l'individu sont incomplètes, soit que potentiellement, du coup, on peut avoir une conscience collective. Donc là, on essaye de justement faire un chapitre de livre un peu philosophique là-dessus, là, mais c'est passionnant, hein, c'est des thématiques toujours très stimulantes, quoi. Ben ouais, puis toujours mieux définir, tu sais, chaque théorie. Puis, tu sais, je me posais la question, est-ce que c'est comme une boîte de Pandore qui vient d'être ouverte ou qui va être ouverte dans pas long? Parce que c'est comme la course à celui qui va avoir le dessus sur l'intelligence artificielle. C'est ça. Et puis là, justement, Montréal, on a fait la première déclaration sur l'IA responsable et Yoshua Bengio est extrêmement impliqué, genre aux Nations Unies ou dans différents pays pour parler de ces risques-là et de faire attention à ce que on n'ouvre pas une boîte de Pandore si elle n'est pas déjà ouverte. Ouais, parce qu'il y avait été, je pense, à Paris là, récemment. Ouais, sur le Paris AI Summit, ouais. Et donc, non, c'est sûr, il y a des enjeux de sécurité énormes. Le problème, c'est qu'il y a une motivation économique incroyable. C'est-à-dire que toutes les entreprises GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, ils sont full throttle à fond là sur l'intelligence artificielle parce qu'ils savent que il y a des enjeux économiques énormes derrière. Le premier qui le possède, c'est lui qui va avoir le Mais dessus. Au-delà de l'enjeu économique, il y a un enjeu même de défense, de géopolitique. C'est-à-dire que ce soit les États-Unis là, à l'heure actuelle ou la Chine, il y a des énormes investissements en intelligence artificielle parce que ça peut donner aussi un avantage géostratégique énorme en fait. Tant sur le cyber warfare, donc sur la guerre sur Internet numérique, que sur, par exemple, même des théâtres d'opération de guerre, quoi. Mm-hmm. Là, il y a des chartes éthiques pour empêcher, normalement, l'armée d'utiliser des robots tueurs qui prendraient des décisions toutes seules. Ouais, autonome. Mais l'IA a quand même déjà énormément pris dans l'institution de l'armement et dans les armées. C'est assez concernant. Hein. Ben oui, c'est ça, justement, Vladimir Poutine a dit le prochain qui contrôle l'intelligence artificielle, c'est lui qui va dominer le monde. Là. Alors, je sais pas si c'est vrai ou si c'est le premier qui va être embêté et justement à se retrouver avec un problème chez lui là. Ouais. Parce que du coup il y a aussi le problème de se dire il va se faire attaquer par son propre robot. Ouais voilà ouais. Non après je pense qu'il faut être aussi réaliste. Il y a des problèmes déjà en fait avec l'intelligence artificielle à l'heure actuelle qui sont dangereux pour la population. Comme quoi? Il y a des biais dans la population qui sont amplifiés, voire objectivés par des algorithmes, et que ça a des répercussions sociales, par exemple. Donc, des gens qui sont des minorités, qui auraient déjà été maltraités par le système par des raisons historiques, si on fait pas attention dans le design de nos algorithmes, on peut automatiser, en fait... ou les reproduire. Ou reproduire déjà les erreurs du passé, mais avec l'idée qu'il y a plein de gens qui pensent que comme c'est une IA, ça veut dire que c'est objectif, alors que non. Une IA, elle n'est pas objective, elle est aussi biaisée que son créateur. Donc par exemple, si on fait une IA pour des ressources humaines, si on l'entraîne avec que des CV d'hommes, parce que antérieurement il y avait un biais d'embauche masculin dans l'entreprise, le modèle il va être artificiellement misogyne, alors qu'en fait c'était pas ce qu'on voulait à la base, quoi. Donc il y a ce genre de problématique de biais algorithmique, et en médecine c'est une grosse question. C'est-à-dire que là, les données dont je parlais, on a beaucoup de données sur des populations précises.
mais la diversité de la population, elle est colossale et on n'a pas forcément des données sur tout le monde. Donc, pour faire de la médecine de précision, il faut qu'on ait accès à une diversité de la population. Donc là, par exemple, je collabore avec l'Afrique, avec l'Australie potentiellement, sur avoir des données d'imagerie cérébrale sur des populations beaucoup plus diverses que juste la population caucasienne ou la population nord-américaine, etc. OK. Puis c'est ça, en ayant le plus de paramètres, le plus de critères possibles, ça donne beaucoup de données, puis ça permet d'être plus précis. En plus, alors ça, le truc qui est intéressant, c'est que c'est non seulement certains pourraient voir ça comme ah bah oui, mais nous on fait de la médecine de précision pour notre population, mais en fait tout le monde y gagne en fait à être exhaustif parce que si justement un algorithme, une intelligence artificielle est exposée à une grande diversité d'informations, elle peut y extraire plus d'apprentissage et être capable de plus généraliser et d'être plus robuste, qu'on appelle. OK. J'aimerais ça qu'on parle qu'on en revienne plus en santé, parce que en quoi que l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux traiter les problèmes de santé mentale, par exemple. Parce que toi, je pense que c'est plus là-dedans que tu te concentres, là, c'est de que j'ai compris. Là. Ouais. Ben, il y a encore plusieurs possibilités. Donc, première option, analyser ce qui se passe dans la société pour essayer d'extraire quels sont les facteurs qui jouent sur la santé mentale. Donc ça, c'était un article par exemple, que j'ai fait pendant la Covid où on ne pouvait pas faire d'expérience. Donc, j'ai pris, à l'époque, c'était Twitter et PubMed, qui est une grande base de données d'articles scientifiques. Et on a comparé la littérature scientifique avec les discours populaires sur l'autisme, par exemple. Et on a utilisé l'intelligence artificielle pour extraire ces discours et les comparer. Mm-hmm. Et ça, par exemple, c'est une application qui est très loin du cerveau, etc., qui utilise des outils mathématiques, mais qui touche quand même à la psychiatrie, puisqu'on parle de l'autisme. On pourrait l'appliquer à d'autres conditions, hein. Et on a pu montrer avec cette analyse que les discours populaires étaient plus sur l'acceptation et l'éducation de la population à l'autisme, l'intégration sociale, etc. Chose qui était beaucoup moins traitée par la science, où la science était focalisée sur la génétique, le langage, etc. Le traitement Et les traitements, ouais. Okay. Alors que pour beaucoup, la motivation principale, c'est l'intégration dans la société. Donc là, par exemple, c'est une application qui montre aussi qu'on peut avoir un regard plus méta, en disant, nous, en tant que société, c'est quoi les leviers qu'on peut aussi bouger pour améliorer les conditions des patients. Ça, c'est première option. Deuxième option, on peut utiliser les modèles d'intelligence artificielle pour analyser les liens entre ce que je disais, les différents types de données, génétique, imagerie cérébrale, tout ça, pour faire par exemple de la détection précoce. On sait que si, dans le cas de l'autisme, on diagnostique ça le plus tôt possible, on peut prendre en charge l'enfant de manière adéquate et faciliter sa vie au quotidien, quoi. Sachant que c'est pas nécessairement avec une volonté de traitement, parce que c'est assez justement controversé de dire traiter l'autisme. Il y a plein de personnes qui se disent autistes qui veulent pas être guéris en soi, quoi. Ils veulent juste être acceptés pour être comme ils sont. Mais en même temps, il y a aussi des enfants avec un diagnostic autisme et des troubles associés qui sont avec des crises d'épilepsie énormes par jour et tout ça. Donc c'est tout un monde extrêmement compliqué sur le plan. On revient aux boîtes. Genre derrière la boîte autisme, en fait, il y a des gens, il y a des êtres humains et ils ont plein de diversité dans leur vie, etc. Donc là, utiliser l'intelligence artificielle pour arriver à plus prendre en charge ces gens dans leur unicité et personnaliser le soin, je pense que c'est la deuxième chose qui est importante, qui pourrait être utilisée. Et la troisième sur laquelle on travaille au laboratoire, c'est la prise en charge. Alors là, le truc, c'est que, de mon point de vue, sur le plan éthique, moi, je suis pas pour déployer des IA qui vont directement agir sur des patients. Parce que pour moi, il y a des enjeux éthiques et des questions de sécurité. Donc, par exemple, il y a eu un cas
d'un Belge, par exemple, qui s'est suicidé après avoir passé 2 semaines à discuter avec une IA qui était censée être plus pour faire du bien à la base, mais il y a des exemples de ce genre d'IA où quand on dit j'ai envie de me suicider, l'IA fait ah oui, pas de souci, vous pouvez vous suicider de cette manière-là, de cette manière-là, de cette manière-là. Voilà. Donc ça montre que bon, on est loin d'avoir des trucs quand même prêts à être déployés dans le monde là. Comme il y a des failles. Il y a des failles possibles. Donc je me suis pas là. Donc la posture qu'on a dans le laboratoire, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle non pas pour traiter, mais pour entraîner les médecins à traiter. Et donc avec une startup qui s'appelle Linear Right, on fait des patients virtuels. Donc on simule des patients pour faire de l'éducation des psychiatres à discuter et faire de la psychothérapie. Parce qu'en fait la psychothérapie c'est quelque chose qui est essentiel en psychiatrie. Enfin c'est un des moyens de traiter et de prendre en charge les gens, quoi. Mais c'est extrêmement dur à apprendre parce que les médecins qui apprennent, les étudiants en médecine, soit ils ont des vidéos, mais dans ce cas-là, c'est passif, ils regardent la vidéo, ils voient un médecin qui discute avec un patient, soit ils sont dans séance à côté, assis, ils font ce qu'on appelle l'ombre du médecin, et ils regardent ce qui se passe. Ouais. Mais ils n'ont pas une expérience eux-mêmes de faire la psychothérapie avant d'être lâchés dans le truc, quoi. Alors il y a une exception, c'est de faire appel à des simulations avec des acteurs. Donc ça existe, mais ça coûte super cher et c'est pas du tout facile à faire ça à l'échelle, quoi. Donc là, nous ce qu'on essaie de faire au laboratoire, c'est de faire des simulations de patients pour que les étudiants en médecine puissent s'entraîner à la psychothérapie sans qu'il y ait de risque éthique. Donc ça, déjà, c'est un moyen d'aider. En plus, avec le problème de la formation en médecine, on manque de médecins et de personnel soignant. Donc, pouvoir utiliser l'IA pour aider à l'éducation en médecine, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir une conséquence positive à court terme, quoi. Ben oui, puis là, c'est ça tout à l'heure, comme au début, quand on parlait, t'avais parlé de l'hyper-scanning, tu sais. Ouais. Puis, ben c'est ça, j'aimerais ça que t'en parles parce que t'as justement utilisé ça pour... T'as découvert une couple d'affaires à propos de l'autisme, justement? Alors oui, on a utilisé cette technique d'enregistrement multicerveau avec des participants autistes et des participants neurotypiques. Et notre approche essaie de montrer que il faut être à 2 pour danser le tango, il faut être à 2 pour interagir socialement, et que on va dire, la manière dont l'interaction sociale est changée dans l'autisme n'est pas que explicable par ce qui se passe dans le cerveau de la personne autiste, mais dans l'interaction entre les deux cerveaux et les deux personnes et leur corps, etc. Donc, on a une vision interpersonnelle de ce qui se passe. Et ça, c'est inspiré par des travaux notamment en psychologie qui montrent que les neurotypiques qui sont du côté sujet sain habituellement dans la littérature, en fait, ils sont tout aussi mauvais à deviner les émotions d'une personne neurodivergente autiste que les autistes ont du mal à deviner les émotions d'un neurotypique. Donc c'est pas juste que les autistes sont pas bons sur la cognition sociale ou antisocial et tout. En plus, il y a énormément de livres passionnants écrits par des personnes autistes qui montrent qu'ils ont un souci de la socialité tout autant, mais différemment. C'est juste qu'ils sont différents. Et donc du coup, en faisant de l'hyperscanning, en enregistrant plusieurs cerveaux, on montre qu'il y a des signatures de l'interaction entre un neurodivergent et un neurotypique, mais qui sont partagées entre les deux cerveaux. Pas uniquement... l'idée, c'est de pas dire c'est la faute, en gros, de la personne autiste si l'interaction fonctionne pas, mais de comprendre qu'est-ce qui fait que ça s'accorde pas et que... c'est pas synchronisé. C'est pas synchronisé, voilà. OK. Puis aussi, j'avais lu de quoi que ils avaient fait une découverte comme quoi que c'est pas juste l'autisme, c'est pas juste un gène qui a muté, mais c'est vraiment faut que tu aies une approche multi à l'échelle, puis avec des données biologiques, puis prenant conscience de l'environnement, comme tu disais. Ouais, voilà. Alors, quand je suis allé à l'Institut Pasteur à Paris, je travaillais dans le laboratoire de Thomas Bourgeon, qui était un des scientifiques qui avait trouvé les premiers gènes impliqués dans l'autisme. Donc, il y a des gènes impliqués dans l'autisme. Mais après, un gène, ça fait pas tout. Enfin, il y a le fait de réduire une condition à juste un gène, ça, c'est le problème. C'est-à-dire que le gène, il a une fonction biologique au niveau de la cellule,
Mais après, la manière dont l'enfant va se développer, ça va aussi être extrêmement contraint par son environnement social, la manière dont ses parents vont le prendre en charge, etc. Et il y a un gros souci de communication par rapport à ça, parce qu'il y a certains parents, justement, mon ancien patron à l'Institut Pasteur disait qu'il y avait des parents qui, si on leur dit que c'est une mutation génétique, ils se sentent pas capables de changer ça, ils croient que c'est... qui sont... oui, c'est ça, qui sont impuissants. Ouais, voilà. Qui se sentent pas capables de se battre contre le génome, quoi. Mm-hmm. Alors qu'en fait, il y a des parents, ils savent pas forcément que c'est génétique ou pas, ils font juste le maximum qu'ils peuvent pour leur enfant, et à mutation génétique égale, potentiellement, ça fait une grosse différence aussi. Donc c'est pas parce que c'est une mutation génétique dans certains cas, et encore je dis c'est dans certains cas, c'est pas constamment une mutation, il y a des cas polygéniques, donc c'est plusieurs gènes qui sont mutés. La prise en charge et l'environnement comptent déjà dans la trajectoire de l'individu, mais après les travaux qu'on discutait en hyperscanning et l'étude sur Twitter avec PubMed là, c'est dire qu'en tant que société aussi on peut aussi changer, on peut être plus inclusif et plus comprendre qu'est-ce que ces gens-là, comment ils perçoivent le monde, comment ils interagissent avec le monde, et être plus tolérant par rapport à leurs différences. Et donc par exemple au niveau des ressources humaines, là, je suis dans le conseil scientifique d'une association qui s'appelle Swivel, qui cherche à faire de la formation pour l'inclusivité sur ces troubles neurodiversité. En ressources humaines, si une personne autiste arrive et qu'elle a un comportement qui est pas socialement habituel, qui va faire remarquer votre cravate elle a une couleur bizarre, et que ça a pas, c'est juste ça obéit pas au code de l'entretien d'embauche, mais c'est parce que la personne a une manière différente d'interagir. Mm-hmm. Ça peut potentiellement plomber l'entretien d'embauche pour la personne autiste, alors qu'en fait, elle pourrait être un employé exceptionnel ça, sur d'autres aspects. Hein. Donc, du coup, il y a tout un travail de formation et d'explication aux ressources humaines sur ces aspects-là, qui peut même avoir un avantage pour les entreprises en plus. Hein. C'est-à-dire que les personnes... qui sont avec des conditions autistiques ou d'autres neurodivergences d'ailleurs, peuvent apporter des richesses énormes dans les entreprises. C'est juste que, comme ils sont différents, ils vont pas dans la case habituelle pour les ressources humaines. Alors ça, c'est un truc, par exemple, où en tant que société, on peut changer. Et ça va avec l'inclusivité sociale, ça. Est-ce que maintenant, comment qu'on pourrait expliquer, c'est ça qu'il y en a qui sont sur le spectre de l'autisme, puis sont des super génies, genre. Alors ça, c'est très mystérieux, ouais. Mais je pense qu'on est loin d'avoir compris vraiment... ça représente une minorité. Souvent, en fait, c'est un peu le problème avec aussi la médiatisation autour de l'autisme, c'est qu'on a Big Bang Theory, avant ça, il y avait Rain Man, où souvent l'autisme est décrit comme une partie de l'autisme qui est plutôt rare en fait, et à côté de ça il y a une grande partie de l'autisme où c'est des enfants qui ont des grosses comorbidités, c'est-à-dire des troubles associés avec des déficiences intellectuelles, des épilepsies, des troubles d'hyperactivité très sévères, etc. Et eux en fait c'est plus la majorité des enfants qui sont diagnostiqués, et puis des adultes qui deviennent des adultes après. Et les médias communiquent pas trop sur cette partie-là, alors que c'est la majorité. Mais ouais, donc la partie en tout cas autisme, on va dire avec des traits de génie, c'est très très mal compris à l'heure actuelle. Ok. Aussi, j'aimerais ça qu'on parle de l'intelligence artificielle. As-tu permis, mettons, y a-tu des avancées sur l'Alzheimer? Tu sais, comment que ça fonctionne? Alors là-dessus, je suis pas la bonne personne, malheureusement. Je travaille pas du tout sur l'Alzheimer, je suis plus chez les enfants, donc je connais beaucoup moins la partie neurodégénérescence. Mais Alzheimer, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de questionnements encore sur les sources, les mécanismes biologiques avec les bêta-amyloïdes ou les protéines tau. Donc même les mécanismes derrière Alzheimer sont encore pas clairs là.
la seule chose où j'ai des amis, donc je connais un peu cet aspect-là, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle avec l'imagerie cérébrale, donc l'IRM par exemple, pour diagnostiquer le plus tôt possible. Ouais, c'est Donc ça. ça, il y a eu des progrès, ouais. Parce que c'est ça, dans le fond, ça allait être ma prochaine question, Okay. parce que maintenant, c'est ça, peut-être qu'il va y avoir une avancée dans qu'est-ce que tu viens de dire, de l'intelligence artificielle pour analyser ces images-là. Ouais. Est-ce qu'un jour, il va être capable de prévenir avant même qu'il y ait un premier symptôme? Ben, c'est vers ça que certaines personnes essayent d'aller. Potentiellement, en plus, avec la génétique en combiné, on pourrait avoir peut-être des modèles où on pourrait prédire très très longtemps en avance. La question éthique qui est associée à ça, c'est qu'est-ce qu'on fait si on peut rien faire? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu préférerais savoir que tu vas avoir... oui, j'ai catché. Ben ouais. Si t'as rien à faire. Et donc, par exemple... Tu veux le savoir? Ouais, voilà. Et donc, typiquement, en génétique humaine, par exemple, il y a une liste de gènes où, si par exemple, on voit une mutation dans un protocole de recherche, comme ces gènes-là, on sait qu'il y a une possibilité d'agir, on est obligé de le dire à la personne. Mais c'est plus uniquement sur les choses où on peut faire quelque chose qu'on communique. Ouais. Alors ça, c'est dans le cas où c'est ce qu'on appelle une découverte fortuite. C'est-à-dire que la personne, elle vient pour quelque chose. Et si on voit ça, alors que c'était pas prévu, on est quand même obligé de lui dire parce qu'on sait qu'on peut faire quelque chose. Mm-hmm. Mais se pose la question inverse. C'est est-ce que on va être complètement transparent et dire tout au risque de créer une dépression et une détresse psychologique de la personne parce que au lieu de vivre ces 5 dernières années super contente, elle va juste ruminer qu'elle va mourir. Donc ça pose des questions éthiques en tout cas. Ça serait comme la prochaine affaire que tu signes en arrière de ton permis, là, tu sais. Ouais. Tu sais, parce que t'as le sel pour donner tes organes. L'autre, ça serait si j'apprends que je suis pour crever, Ouais. dites-moi-les ou dites-moi-les pas. Ouais. Moi, je préférais le savoir parce qu'une fois que tu t'acceptes ta condition, Ouais. puis ben là, tu vis pleinement ta vie. Là, t'es pas là à faire comme bon, il me reste juste 5 ans avant ma retraite, tu sais. Ouais. Puis là, tu Non, mais c'est ça, déjà, exactement. ouais. Mais je pense que, par contre, c'est pas... Moi, je serais peut-être aussi comme ça, là, mais je suis pas sûr que tout le monde serait de cet avis. Ouais, hein? Donc, comme tu dis, c'est peut-être un truc où il faudrait que les gens puissent, comme j'accepte de donner mes organes, Mm-hmm. et avoir l'autorisation ou pas de dire tout. Après, il y a tout un mouvement où les gens qui sont vraiment dans cette idée-là, il y a un mouvement de gens qui se génotypent eux-mêmes et qui veulent faire sans médecin leurs propres analyses génétiques, etc. En France, par exemple, c'est pas, je crois que c'est même illégal. Il faut avoir un conseiller génétique. On peut pas faire l'analyse de son génome avec une entreprise privée. Ça doit être encadré par un médecin généticien avec un conseiller généticien qui va aider à comprendre ce qui se passe et accompagner la personne dans l'interprétation de ce qui se passe. Ça a vérifié parce que j'avais regardé ça il y a longtemps, mais il me semble qu'il y a une loi comme ça. Alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, il y avait eu 23andMe. C'était l'épouse de Larry Page de Google qui avait créé cette entreprise-là, Okay. où on envoyait un échantillon. Un échantillon de salive par la poste, et ils faisaient l'analyse génétique, tout ça. 23andMe, ils ont eu plein de problèmes justement qui montrent que c'est pas si facile de déployer ça comme ça sans encadrement. Le premier problème qu'ils avaient eu, c'était typiquement avec la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative aussi sévère, où des gens avaient été faussement associés avec Huntington, alors que c'est quelque chose qui peut te dire à 40 ans tu meurs. Et comment on annonce ça à quelqu'un juste avec un site web comme ça? Ouais, c'est ça, un pose des courriel. questions, quoi. Ou un courriel, voilà. Qu'il y a eu une erreur. Finalement, vous allez en fait, c'était une continuer. erreur en plus, je crois qu'il y avait eu ça. Et donc il y avait eu ça, et donc du coup, 23andMe a arrêté de faire du diagnostic. Enfin, parce que la FDA, qui est responsable plus de tout ce qui est médical, tout ça, a dit, ben là, vous êtes sur un plan médical, vous n'êtes pas autorisé de faire ça, là. Ouais. Il s'était rabattu sur la généalogie, donc faire juste de l'analyse généalogique. Et là, pareil, il y avait eu des problèmes, en fait. Parce que, typiquement, de ce que je me rappelle, il y avait eu des Coréens qui avaient fait l'analyse généalogique, qui s'étaient retrouvés avec des ancêtres chinois
ce qui pose des problèmes parce qu'il y a eu des invasions avec des choses horribles qui se sont passées entre la Chine et la Corée du Sud. Et en fait, c'est juste que la base de données en Asie, c'était essentiellement des Chinois. Donc du coup, le modèle statistique, il avait prédit un ancêtre chinois, mais c'est juste qu'il n'avait pas suffisamment de données coréennes. Et donc, la personne, potentiellement, elle avait un trauma de se dire « Ah mince, en fait, je suis potentiellement issu de quelque chose d'adultère pendant l'invasion, machin. » Oui, puis c'est zéro. Et en fait, c'était juste encore 22andMe qui s'était planté dans leurs algorithmes. Donc ça montre que quand on est sur des applications comme ça, il faut faire attention parce qu'il y a des répercussions éthiques et des conséquences quand même qui peuvent être désastreuses. Ben oui, sur ton moral, sur tes... Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire non plus, parce que le pire, ça serait de rien faire non plus, parce que pour certains patients, en fait, eux, ils veulent que quand même la recherche avance. Mais ça veut dire qu'il faut quand même le faire avec un esprit critique et un souci éthique derrière. Ben oui. Puis, prévenir les maladies. Ouais, moi je me demande, tu sais, s'ils sont capables de prévenir les maladies, est-ce que ça amènerait une certaine paresse des médecins, tu sais, qu'ils liseraient ça, puis... Tu sais, parce que déjà, juste maintenant, avec la grossophobie, tu sais, ça s'est vu une couple de fois là, que le médecin fait que faire comme... et puis elle est comme « Ah, j'ai mal au genou », puis fait comme « Ah, t'es grosse, perds du poids », tu sais, fait que... Ouais. Tu sais, est-ce que ça amènerait une certaine paresse de... Il fait que mettre ça là-dedans, il lit, puis il fait... Tiens, c'est ça ton diagnostic. Je pense pas. En tout cas, dans le cours qu'on développe justement à l'Université de Montréal sur l'IA pour la médecine, avec mon collègue Michael Chassé, lui qui est au CHUM en soins intensifs, je vois que les médecins, ils sont plus à la limite du burn-out et en épuisement professionnel qu'à être fainéant, on va dire, parce que le service de santé est complètement surchargé là. Donc moi, j'espère que justement, une manière de soulager le système de santé, c'est que l'IA prenne en charge la partie la plus répétitive et la plus automatisable du boulot de médecin pour que les médecins, au lieu d'avoir 10 mois d'attente pour voir un médecin, que ça soit beaucoup plus facile d'avoir accès à un spécialiste. Et après, ce que je dis aux étudiants, c'est que typiquement, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, est-ce que les radiologues, par exemple, ils vont être remplacés par des IA parce que lire les radios, effectivement, les IA vont pouvoir aider facilement ?» Non, c'est les radiologues qui utilisent des IA qui vont remplacer les radiologues qui veulent pas utiliser des IA. Mais il faudra quand même un radiologue pour contrôler ce que l'IA raconte et faire aussi une prise de décision dans le contexte, parce qu'il y a toujours contextuel la médecine. Puis une lecture, là, c'est ça, bien comprendre la lecture. Donc ça va faire gagner du temps aux radiologues, c'est sûr, ça c'est indéniable, mais ça va pas remplacer les radiologues pour autant. Et moi, ce que j'espère, c'est que ça va au contraire plus humaniser la médecine, c'est-à-dire que toute la partie qui est algorithmique de la prise de décision médicale, ça soit l'IA qui s'en occupe. Par contre, la partie relation au patient, justement introduire un diagnostic en disant ben voilà, préparer la personne à bien comprendre ce qui se passe et être humain dans cette transmission, c'est peut-être grâce au temps libéré par l'IA que les médecins vont pouvoir travailler plus cette partie-là de leur travail, quoi. Moi, ça m'amène aussi à poser la question, tu sais, est-ce qu'il va y avoir plus en plus de robots conversationnels, tu sais, qui... Parce que ça aussi, ça commence à arriver. Oui, complètement. Ben, là, ça rejoint un peu l'application qu'on fait avec les patients virtuels. Moi, je pense qu'avec l'anecdote de la personne en Belgique qui s'était suicidée, qu'il faut faire attention avec l'usage des robots conversationnels dans la santé mentale, parce que ça peut être avec des personnes fragiles. Et il y a en plus des comportements de ces chatbots qui peuvent être imprévisibles et pas forcément bien. Là. Mais par contre, il y a des applications où ça pourrait être extrêmement utile. Par exemple, le triage. Donc à l'entrée de l'hôpital, il y a toujours une phase de triage pour les différents types de malades. Et souvent aux urgences, à l'heure actuelle, on attend énormément. Donc c'est vraiment extrêmement long, l'attente aux urgences. Plutôt que de rien faire, avoir un agent conversationnel qui te pose des questions sur qu'est-ce qui s'est passé, comment t'en es arrivé là, etc. Pour que quand tu vois le médecin, au lieu qu'il ait encore une demi-heure de questionnement à te faire, il peut directement avoir l'information et prendre soin de toi. Ça peut être une application quand même hyper utile. Donc là, je pense qu'il faut... pas imaginer que tout va être remplacé par des robots conversationnels, mais il y a
certaines applications qui s'y prêtent quand même bien, et d'autres où il faut être plus subtil, quoi. Puis on n'est pas à veille là, que les robots vont remplacer des médecins. Oh là, non. Je pense pas. Et puis en plus, le corps médical est quand même très puissant politiquement, donc je pense pas qu'ils vont se laisser remplacer si facilement non plus. Là. Okay. Mais de manière générale, même historiquement, enfin, c'est pas l'IRM ou la radio qui a remplacé les médecins, c'est pas le test de glycémie qui a remplacé les médecins. La médecine a toujours travaillé avec les nouveaux outils disponibles. C'est vrai que l'IA a peut être un élément nouveau qui est la capacité de faire du lien et potentiellement des formes de raisonnement qu'il n'y avait pas dans les technologies antérieures. Mais je pense que le médecin va pouvoir du coup plus se concentrer sur son aspect, le vrai aspect clinique de la relation avec le patient. Tu sais, parce que là, si on parle d'intelligence artificielle, c'est énormément de données, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, comment on parle de l'utilisation d'intelligence artificielle pour prévenir les maladies, tu sais, sans empiétrer, tu sais, sur la vie privée puis le libre arbitre Ça, des c'est individus. Une grosse question, hein. Ouais. Ben, là, encore une fois, je pense qu'il y a différentes personnes vont avoir différents points de vue, là. Faut laisser peut-être les gens le droit de choisir ça, là. Il y a des gens qui vont être complètement connectés avec, ils vont même rentrer dans des sites web leur poids au quotidien ou leur consommation d'eau ou machin. Ouais. Ce qu'on appelle le quantified self. Il y a tout un mouvement comme ça. Si c'est leur trip, là, ils ont le droit de le faire, là, mais l'imposer à d'autres personnes qui, eux, préfèrent être à gérer leur vie plus simplement, ça, par contre, ça serait un peu problématique. Donc, je pense qu'il faut laisser la liberté aux gens de le faire. Ce que je crains, c'est que les assurances forcent pour ça. On commence à le voir. Voilà. C'est plus ça le problème. C'est-à-dire que ça devienne louche si tu le fasses pas et qu'on te fasse payer un malus si tu n'acceptes pas de donner tes données médicales à ton assurance. Ça, c'est plus ça qui me fait peur sur le plan éthique. Parce que, tu sais, il commence à en avoir un peu d'affaires même. En tout cas, ça se parle, là, que, tu sais, je pense même les toilettes intelligentes, tu sais, reliées avec la montre intelligente, tu sais, mais tout ça, c'est cool, j'ai mon battement de cœur, tout ça. Ouais, mais c'est quand même des données. C'est des données. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Comment ils les utilisent? Tu sais, mettons, les toilettes intelligentes, je me souviens plus c'était où, mais ils pouvaient analyser dans ton urine, tu sais, si tu manquais de telle affaire ou si tu manquais de nutriments, que t'es comme, hey, c'est le fun, mais en même temps, si eux autres, ils vendent ça... complètement fiché, ouais. Ben, ils vendent ça à ton assurance ou... Ah, mais c'est sûr, hein. Mais ça va même... Enfin, on en discutait avec un collègue sociologue de la musique où apparemment il y a une grande compagnie de streaming là qui a envoyé des capteurs pour le battement cardiaque, tout ça, à des clients, à des spectateurs, à des spectateurs là, pour mesurer leur réponse émotionnelle en fonction de tel type de musique, tout ça, mais aussi leur réponse à des pubs. Et donc, du coup, il y a aussi tout un truc où c'est comment utiliser ces données-là pour pouvoir influencer les processus décisionnels des gens par le biais de la publicité et tout ce qui est maintenant avec les réseaux sociaux, l'affichage ciblé avec les algorithmes, etc. Alors, je pense que j'avais pas mal participé à lever un peu le drapeau là-dessus là. Il y a longtemps, en 2013. Sur justement l'usage des neurosciences, ce qu'on appelle le neuromarketing, l'usage des neurosciences pour le marketing et l'usage des algorithmes dans les réseaux sociaux. Après ça, on a eu Cambridge Analytica, donc je n'étais pas si à côté de la plaque là. Mais c'est un gros problème. Et surtout, le truc qui est très énervant en tant que scientifique dans le public, c'est que les gens qui travaillent dans l'industrie n'ont pas du tout les mêmes limitations et contrôle sur le plan éthique que nous dans le public. Alors, des gens qui, à la base, sont restés dans le domaine public pour le bien commun, ils ont ils ont énormément de démarches administratives pour montrer que ce qu'ils veulent, c'est justement éthique, tout ça. Puis à côté de ça, il y a des entreprises comme Facebook qui avaient fait une étude sur 1 million de personnes et ils avaient juste cliqué I agree, mais il n'y avait pas eu
T'es pas conscient. Il n'y avait pas eu un pleinement. comité d'éthique, etc. Donc ça pose des questions en plus sur, finalement, ces corporations qui ont des possibilités d'expérimentation sur des humains à large échelle, Ouais. comment on encadre ça éthiquement parlant? Et c'est pas forcément très clair. Ben oui, c'est ça. On peut-tu en parler, justement, comment que des fois, ben, en tout cas, tu sais, moi, j'ai l'impression que ça se passe plus en coulisses, là, parce que nous autres, on l'apprend, mais une couple d'années après, on va te dire, comme avec Cambridge Analytica. Mais comment que les compagnies y utilisent nos subconscients contre nous? Ben, je dirais pas que c'est contre les gens, c'est plus pour eux. Oui, et que des fois, c'est en conflit avec les intérêts des gens. Ben, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait une volonté de nuire aux utilisateurs. Par contre, ils ont un agenda commercial, voilà, Ouais. qui des fois est en contradiction avec le bien-être des personnes. Il y a eu le scandale avec Instagram et le fait que ça pouvait avoir un impact sur l'anorexie chez les jeunes filles, etc. Ben, ce truc-là, ils avaient les données en interne. Ils en ont pas parlé parce qu'ils savaient que ça allait avoir un effet négatif pour leur business. Fait conflit d'intérêts. Donc là, il y avait un conflit d'intérêts entre le bien-être de la population et leurs intérêts commerciaux. Mm-hmm. Ah, c'est fou, man. Puis là, c'est ça, on les apprend après. Fait que moi, c'est pour ça là, que j'ai de l'air un peu complotiste des fois. Parce que je suis comme, moi, je veux donner aucune donnée le moins possible. Ben, la gouvernance des données, C'est c'est un problème vraiment central et c'est pas du tout complotiste d'en parler de ça. Parce que même les hôpitaux et les gouvernements se posent cette question-là. À l'heure actuelle, par exemple, les données des hôpitaux dans le système du Québec, Ben c'est des données qui sont collectées. Le Québec était un des premiers pays en plus à s'informatiser, donc dans le système de santé. Donc on a des données historiques exceptionnelles. Puis nous autres, c'est la RAMQ, fait que tu sais. Voilà, donc tout est centralisé. Exact. C'est extrêmement. C'est une mine d'or finalement Ben en oui. termes de données. Je pense qu'ils les ont vendus, là. Non, justement, ben c'est ça l'idée, c'est qu'il y a tout un discours qui est en train de se faire sur comment on maintient une gouvernance pour que ces données-là restent dans le domaine du système de santé et pas que ce soit Google ou Ben oui. d'autres compagnies qui utilisent ces données-là. Parce que là, Pierre, déjà- excuse de te Ouais. couper, là, tu vas Ouais. pas continuer, inquiète-toi pas, mais Pierre Fitzgibbon, ça a été un des premiers qui a parlé de ça, puis ça, c'était notre ministre de l'économie, là. OK. Puis, en tout cas, moi, je l'aime pas, là. Puis, il parlait de ça, de les vendre, ces données-là, Ouais. tu sais, Ah, puis c'est aller chercher des pièces, là. Ben, le problème, c'est qu'en plus, une fois que c'est vendu, on n'a plus de contrôle dessus. Donc c'est ça, là. Déjà, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que même sans vouloir les vendre, il y a eu quand même toutes sortes de scandales, je pense à l'Angleterre, où justement le NHS, le système de santé anglais, a eu des fuites de données chez Google et tout ça, en faisant une collaboration avec eux au départ, mais ils se sont fait un peu avoir, j'ai l'impression. Mhm. Et clairement, pour ce genre de compagnie, leur but, c'est d'avoir le maximum de données. C'est un peu pour entraîner en plus les IA à l'heure actuelle, c'est la course à avoir le plus de données possible. Mhm. Donc, je pense que les hôpitaux et les systèmes de santé ont des déficits financiers. Une solution court terme, ce serait de vendre ces trucs en disant ça va faire un peu d'argent, mais ça va faire de l'argent à court terme. Alors que ça pourrait être une opportunité pour peut-être faire quelque chose qui apporte de l'argent en continu en gardant la gouvernance de ces données-là. Mhm. Et pas donner la poule aux œufs d'or à des tierces personnes, quoi. Ben, c'est ça, à des compagnies privées, là. Parce qu'une fois que les données sont parties, ils vont plus du tout donner d'argent après. Non, c'est ça, hein. Puis faut avoir, c'est ça, la vision beaucoup plus longue que juste... C'est ça. Hey, attends, ça, on va faire des pièces, là. Un mandat, quoi. Parce que c'est ça, moi, ça me fait peur, tu sais, avec, justement, quand il parle d'identité numérique, là, c'est sûr et certain, le gouvernement veut aller par là, tu sais, c'est quand on parle des fraudes, des problèmes d'identité. Ouais. Fait que, tu sais, moi, ça... moi, man, j'ai peur de tout ça. Moi, je veux aller vivre dans le bois, mon téléphone dans un micro-ondes. Il y a un super livre de science-fiction en français par Alain Damasio qui s'appelle Les Furtifs, qui traite de ça. OK. Sur justement le mode, on va dire, de résistance du futur, ça va être de se déconnecter Ouais. et d'être furtif dans une société hyper connectée. Ouais. C'est une grosse question. C'est-tu de quoi qui te fait peur, ça? Moi, j'ai plus peur de ceux qui prennent les décisions et gouvernent mal
que la technologie elle-même. Donc la technologie peut être utilisée comme des choses. Pour moi, si ça peut aider des enfants qui ont des cancers, faut pas non plus être anti technologique et progrès technologique. Tu sais, moi, j'aurais aucun problème. Tu sais, tu me le vends de même, je fais comme, ben, Chris m'a signé ici. Voilà, ça. Le problème, c'est plus. Mais t'as besoin de les garder juste pour toi. Ben. Ouais, voilà. C'est ça. Et le problème des garanties avec, on le voit aux États-Unis, comment ça peut rapidement virer complet là, de manière assez imprédictible avec des changements très radicaux d'un coup là. Ouais. C'est sûr que moi je serais confiant de donner mes données de santé et tout ça à un système de santé qui serait éthique, respectable, etc. Mais ce qui me fait plus peur, c'est est-ce que dans 10 ans ou 20 ans, il y a un politicien complètement fou qui arrive au pouvoir c'est ça. Et qui fait n'importe quoi avec. C'est le problème. On vit dans une société où il y a une très grande volatilité politique et qui va en plus vers des polarisations très extrêmes, etc. Pas vers un débat avec de l'esprit critique et un consensus et des raisonnements qui sont bien posés. On est plus sur de la politique de façade avec des flashs. Il faut faire du viral, quoi. Mm-hmm. Et c'est pas comme ça qu'on a une vision long terme et stable. Donc ça, c'est sûr que c'est plus ça qui me préoccupe. Dans un article, tu avais parlé de... Je viens de faire sûr, certain de bien le lire pour que, justement, ça soit bien dit. C'est où? Non, c'est pas là. Bon, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le domaine qui font du sensationnalisme et ça crée des attentes amplifiées par rapport au temps de passer à l'idée et à l'application. Ça, c'est quoi ça voulait dire, ça? Ben, c'est typiquement le fait qu'il y a beaucoup de... Comme on est dans une société du spectacle, on va dire, à la guide de bord, où il faut faire du viral, il faut faire du buzz, etc., il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament enthousiastes en IA, enthousiastes en neurosciences ou pseudo-experts, mais ils n'ont pas nécessairement l'expertise, mais ils ont la rhétorique, ils savent comment inspirer l'attraction et l'attraction sur les réseaux sociaux et sur ça. Et ça donne une récompense énorme, qu'elle soit monétaire, mais aussi au niveau de l'ego, etc. Et alors que finalement, être plus, c'est compliqué, il faut réfléchir et tout ça, ça donne pas des clics, quoi. Les gens ont plus, ils vont zapper sur le truc qui leur donne de la dopamine. Donc du coup, ça biaise les discours, même dans la communauté scientifique, vers des choses qui sont plus clickbait, des titres qui font sensationnel, etc. Et malheureusement, ces communications sensationnelles, elles vont avec une sorte d'attente démesurée du public, quoi. Il faut que la science soit toujours hyper vendeur, hyper sensationnel, etc. Et des fois, c'est pas si simple, quoi. C'est-à-dire que je me rappelle, il y avait Saturday Night Live qui avait fait un truc où ils se moquaient de TED Talk. Ils avaient fait un truc qui s'appelait Todd Talk. OK. Où il y avait un type qui disait ça fait de conférences. Ouais, où il faisait une parodie en fait de TED où t'avais un scientifique très sérieux qui disait oui, alors pour notre étude, on a pris un groupe contrôle, machin, et tu vois que la salle, elle suit pas. Et puis d'un coup, il y a un type qui arrive avec une blouse blanche, alors qu'il a pas l'air scientifique, mais qui fait oui, ce que veut dire cette personne, c'est que c'est bon, on a réussi à guérir le cancer. Et t'as tout le monde, ouais. Et en fait, voilà, ça, c'est que les gens, ils veulent le truc, ouais, on a guéri le cancer. Alors que peut-être qu'en fait, déjà, le cancer, c'est compliqué, c'est pas un seul truc, c'est plusieurs types de cancers, etc. Mais dès que tu commences à être plus dans la finesse et la subtilité, comme on a une société de consommation de l'information hyper rapide, les gens, ils zappent, quoi. Et je pense que ça va être problématique pour certaines choses en science où il faut prendre le temps de réfléchir et traduire une idée, la maturer. Déjà, ça prend du temps. Mais en plus, l'amener à une application qui est bien faite et sécuritaire, etc. Ça aussi, ça prend du temps. Et l'exemple que je donnais de 23andMe qui d'abord se plante avec Huntington, puis après qui se plante avec la généalogie du coréen. Ils vont trop vite. Ça montre que ils veulent faire le truc ultra vite pour faire de l'argent et tout ça, mais les intérêts de l'utilisateur et
le sensationnel prend le pas sur l'esprit critique et la volonté de faire les choses bien, quoi. OK. Je me demandais, je pensais que c'était ma tante plus au point de vue genre sensationnaliste, ceux qui font genre qui parlent des scénarios catastrophiques. Ah, ça aussi. OK. Mais c'est un moyen aussi de... il y a ma fille est fan des livres de Élise Gravel. OK. Et elle a fait un livre sur la désinformation, ça s'appelle L'attaque des slip tueurs, je pense. C'est très drôle. Je conseille à ceux qui ont des petits enfants, c'est génial comme type de livre. Et justement, ils prennent l'exemple que c'est sûr que faire peur aux gens, en fait, c'est un moyen d'attirer l'attention et d'avoir du clic et d'avoir de l'engagement. Donc il y a beaucoup de gens qui virent sur le côté soit hyper sensationnel, on va tous être sauvés pour faire plutôt le côté attirant, positif. Soit à l'inverse, de la théorie hyper négative, on va tous mourir. Et on a justement cette polarisation. On le voit avec des réseaux sociaux comme X, là, où là, ça devient complètement polarisé. C'est soit super positif, soit super négatif. Ouais. Puis les gens qui disent un truc, bon, mais c'est pas aussi simple. Eux, personne qui les écoute. Ceux qui essayent d'être nuancés. Ouais, ceux qui essaient d'être nuancés, ils sont au milieu, là. Ils sont comme, ta gueule. Voilà. Alors, en fait, c'est parce qu'il y a un engagement émotionnel à faire des trucs extrêmes. Et j'avais vu aussi un sketch québécois sur ça avec sur une influenceuse qui fait des erreurs d'orthographe pour que les gens soient super énervés. Et en fait, elle fait exprès de le faire, mais c'était dans un sketch, hein, mais c'est pas en disant, comme ça. l'attention. Ouais, voilà, exactement. Donc, on arrive dans une culture où même ça peut être intentionnel de faire de la désinformation ou de faire des erreurs pour juste provoquer de la réaction et de l'engagement. Ben oui, il y avait eu une étude où ce qui avait demandé à une intelligence artificielle d'être le plus populaire sur les réseaux sociaux. Puis là, ils l'ont fait lire, ils ont donné plein d'informations qui aillent se nourrir un peu tout partout. Ouais. Puis il est revenu en disant, sa première publication, c'était que Éclair, c'était le meilleur à faire au monde. Puis du coup, c'était le... les femmes Point Godwin, quoi. les femmes devraient retourner à la maison. Ils devraient pas avoir le droit de travailler. Puis... Ah, wow. Ouais. C'était sur Twitter? Ouais, c'est parce que c'est le même qui mais va générer... c'était le bot de Microsoft. Oui, je pense que c'est ça, un affaire c'était de Tay même. de Microsoft. Mais alors ça, il y a une seconde histoire derrière ça. C'est vas-y. comme l'ingénieur de Google qui en fait était prêtre à côté, là. Les médias ont pas fait tout le boulot, là. Ouais. En fait, l'expérience a été faite aussi en Asie et ça s'est pas provoqué en Asie. C'est-à-dire que le modèle aussi s'adapte à la culture. Et puis la culture, c'est pas dire que la culture occidentale va direct sur Hitler et le misogynisme, mais par contre la culture de la communauté qui était sur Twitter à cette époque-là et comment l'engagement était facilité en ayant des propos comme ça. Donc une IA, elle s'adapte à ce qui marche. Et effectivement, enfin quand on voit sur Twitter là, à l'heure actuelle, c'est un désert avec des gens qui se tirent dessus à coups de trucs mais c'est parce hyper extrêmes, quoi. C'est ça, mais la conclusion à tirer, c'est pas qu'il y a un fanatisme du nazisme. Ah non, mais ça fait réagir. C'est exactement ça. C'est que si tu dis bravo Hitler, c'est sûr et certain que c'est l'hameçon là, qui ramasse. Mais ouais, c'est du coup c'est ça, c'est qu'on va pas aller vers des discours qui sont posé, subtil, etc. Nuancé, ouais. Nuancé, ouais. Puis il y a de quoi aussi dans la communauté, mettons, ceux qui sont bien dans la technologie qui appellent ça le double usage. Tu sais, de quand que tu crées de quoi pour le bien de la communauté, ben il y a un danger que quelqu'un le ramasse pour en faire une arme, tu sais, ou en faire de quoi de mal. Ça a toujours existé, hein. Un couteau, ça sert à couper le pain et à tuer des gens, quoi. C'est ça. Et on l'a eu avec le nucléaire, cette discussion. On l'a eu avec les modifications génétiques. La charte d'Asilomar en 73, pareil, il y avait plein de gens qui disaient peut-être les modifications génétiques, c'est pas une bonne idée, là. Et puis, en fait, 2 ans après, ça a été cassé, cette charte d'Asilomar, parce que Monsanto avait fait les premières modifications génétiques. Ça avait un impact économique énorme. Donc, dès qu'il y a en plus un usage qui va vers un gain économique, ça biaise complètement le jeu, là. Hein. Ouais. Mais dans le cas, par exemple, de l'intelligence artificielle, moi, c'est sûr que là, c'est concernant, c'est par exemple l'usage à des fins militaires.
où là, il y a Black Mirror qui avait fait un super épisode là-dessus avec le chien robot là, de Boston Dynamics. Et j'avais un ami qui me disait, ouais, bon, alors maintenant les robots ils courent. Il y avait pendant ce temps-là au Japon un robot qui faisait du sabre de samouraï super vite. Fait bon, maintenant en fait, il n'y a plus qu'à mettre celui qui fait du samouraï sur le robot qui court. On a tous intérêt à courir vite alors. Ouais. Mais alors, c'était sous le ton de la plaisanterie, mais il y a des groupes d'armement à l'heure actuelle avec des énormes investissements. Moi, j'ai été même contacté et j'ai refusé, mais il y a énormément de gens qui financent de l'IA pour des usages... De robots tueurs autonomes. Ben, pas directement, ils vont pas le dire comme ça, là. Non, c'est sûr. Forcément. Ouais. Mais c'est de la défense. Mais de la défense, ouais. Ouais. Et bon, ça fait toujours partie aussi de l'espèce humaine, mais il faut se poser des questions sur les choses où il y a un non-retour possible, quoi. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a eu une discussion autour de l'armement nucléaire et la capacité d'éteindre complètement l'espèce humaine. Puis là, on est pogné avec ça. Là. Voilà. C'est des questions très 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 difficiles, mais qui sont peut-être sous-discutées et qui forcément peut-être sont pas forcément discutées parce que les intérêts des gouvernements sont pas à ce qu'on discute trop de ça là non plus. Mm-hmm. Mais pourtant, si on va à des et même sur Internet, hein, on peut trouver des groupes d'armement. Moi, j'étais choqué. Hein. On peut faire ses courses comme Amazon avec des armes et tout. Ah ouais. Ouais, ça existe. Pas au Canada là, mais il y a d'autres pays qui ont des lois qui autorisent ça. Donc c'est surprenant en fait. Quand on prend conscience de tout ce business là, je pense avec la drogue, c'est un des marchés les plus lucratifs. Ouais, l'armement. Ça par contre, c'est vrai que ça fait peur. Ouais. Maintenant, tu sais, sûrement t'aimerais pas la question, là, mais ça serait quoi pour toi un scénario catastrophique quand même réaliste, là, tu sais? Il y en a plein de différents, là, possibles. Mais il y avait un truc, moi, qui me faisait peur, c'était genre, il y a le scénario bactériologique où maintenant, avec des IA, il y a eu un groupe de chercheurs en biologie qui étudiait comment utiliser l'IA pour faire des nouveaux médicaments. Ouais. Puis ils ont eu l'idée de retourner le truc en disant fais les trucs les plus toxiques possibles. Et l'IA, elle retombait sur toutes les neurotoxines les plus connues pour l'armement et tout ça. Donc, c'est pas que l'IA va nécessairement... c'est pas Terminator qui me fait peur là, c'est plus comment... dans les mauvaises mains, ça peut être un outil pour maximiser l'impact négatif rapidement, même avec peu de moyens. Quasiment un génocide. Ouais, créer des armements. Et typiquement, dans le cas bactériologique, on l'a vu avec Covid, là, ça peut se transmettre. C'est pas besoin que ça soit un truc où on lance des bombes partout dans le monde, il suffit que ça se propage. C'est ça. Donc ça, c'est un premier scénario catastrophe. Je pense qu'il y a eu tout plein de films là qui ont été faits là-dessus. Là. Ouais. Et après, il y a plus le côté plus réaliste encore de la déstabilisation sociale et plutôt du côté guerre civile où les gens perdent leurs emplois et ça déstabilise le truc. Et du coup, c'est pas les robots qui tuent des gens, c'est plus les gens vont tuer des gens parce que l'économie s'écrase. Ou l'influence par rapport aux réseaux sociaux. Puis, ou l'influence avec les réseaux sociaux. Donc il y a quand même des scénarios qui sont moins catastrophes, mais qui sont quand même plus réalistes là-dessus. Là. Et, puis il faut faire attention à ça. Ouais. Et je pense que c'est quand même des questions où là, pour le coup, il y a quand même beaucoup de monde qui travaille là pour voir comment intégrer l'IA dans une économie sur le long terme et qu'il n'y ait pas un effondrement complet des structures institutionnelles, parce que le système à l'heure actuelle tel qu'il est pensé avec des retraites et tout ça, il a été fait avec une ère pré-IA. Mm-hmm. Comment une automatisation massive de plein de métiers, etc., va changer ça, et comment il y en a qui disent que au contraire ça va être génial, ça va être la porte ouverte à un revenu universel où on va travailler moins, mais il y aura quand même de la croissance économique, tout ça. Ça, c'est le scénario le plus optimiste. Ouais. Mais après, il y a le côté plus à la Détroit pendant la crise où il y a toutes les usines de voitures qui ont fermé, où c'était du chômage massif, tout ça. Peut-être qu'on va avoir aussi un scénario plus comme ça, là. Donc, il faut arriver à
à négocier ça, quoi. Hey, pour vrai, Guillaume Dumas, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'est vraiment super intéressant, là. Pour vrai, là, tu sais, de toutes les avancées là-dedans, surtout, tu sais, là, on a plus parlé du point de vue de la santé puis de la santé mentale, puis mais c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup d'être venu. Merci infiniment de l'invitation. Ben, puis je vais dire un autre merci à mes commanditaires qui est procafetière.ca et les cafetières Bilucci qui t'offrent, dans le fond, un sac de café. Merci. Du WhatsApp Podcast qui va te tenir réveillé pendant tes recherches. Ouais, ça, c'est peut-être ce que les chercheurs consomment le plus. C'est le café, ça. Donc super, merci. Il va en avoir si vous en voulez. Vous pouvez aller au procafetière.ca. Fait que je vais te laisser le mot de la fin, dans le fond. Fait que c'est ça, je te laisse le mot de la fin du podcast. C'est gentil. Je dirais que il faut pas être pessimiste non plus, là. Il y a plein de choses exceptionnelles qui se passent à l'heure actuelle. C'est sûr qu'on vit un monde très polarisé avec des choses extrêmement bien, des choses extrêmement mal. Mais je pense une des choses qu'il faut cultiver, c'est justement ce genre de discussion qu'on vient d'avoir et d'être dans la nuance et pas dans l'extrême et le sensationnalisme. Donc merci de créer cet espace-là pour tes auditeurs. Merci d'avoir accepté, c'est super apprécié. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye.